Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 18 décembre 2023. Comme tous les jours, on fait le tour de l'actualité. Le lundi, je me permets de vous renoter un petit peu tout ce qui s'est passé dans la semaine. Hein. Chaque jour, vous avez des vidéos, vous pouvez aller les voir pour écouter un petit peu rapidement ce que je vous ai dit. Hein. Vous mettez à vitesse 2, vous avez toutes les news en 2 secondes. Si vous me suivez, vous serez au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème. Hein. Là, vous voyez les titres. Ah oui, une journée où j'étais malade, hein, vraiment malade, c'était incapable de faire quoi que ce soit. Samedi, dimanche, c'était hors service. Aujourd'hui, j'essaie de recommencer. Eh ben, un petit Covid, quoi. Un petit Covid, je le pense, hein, sincèrement, parce que de la fièvre, hein, plus de 39 de fièvre, et puis pouvoir parler du tout. Hein. Là, je reprends un peu ma voix, donc ce sera une voix un petit peu trop rock, un peu peut-être, mais on verra bien. Hein. Et un autre qui était malade, hein, c'était Ledger. Hein. Ledger, voilà, hein, je l'ai marqué là pour me souvenir de ce fameux Ledger qui nous crée des soucis depuis quelques temps, hein, une société qui est en train de souffrir, alors que c'est une licorne, hein, et une société qui est en train de souffrir hein, avec des news qui sont pas bonnes les unes derrière les autres. Donc on va suivre ça de près. Attention, on va pas les condamner hein, complètement tout de suite. Hein, il faut toujours attendre parce que c'est quand même une bonne société, hein, une bonne société qui a bien protégé nos cryptos. Mais là maintenant, on est un peu dans le doute. Hein, beaucoup de gens sont vraiment dans le doute. Donc on va suivre ça au fur et à mesure hein, pour cette semaine. Cette semaine, on aura beaucoup de news. On va regarder en premier le marché tradi, évidemment, hein, et puis après sur la crypto, on va parler de Coinbase, de Tether, d'Arbitrum, d'une attaque majeure sur des NFT. On va parler du téléphone Solana, tiens, et de OKX aussi, et puis de Ark Invest. Enfin, vous voyez, des petites news, il y en a pas mal comme ça les unes derrière les autres. Nous sommes habitués à cela et on regarde en premier le prix du BTC hein, qui nous fait un peu peur, là, hein, 40 792, il revient sur les 40 000. Le TH qui revient sur les 2100. Bon, bah écoutez, on va pas pleurer quand même. Hein. On a connu des temps meilleurs, mais on a connu des temps surtout beaucoup moins bons. Donc on va voir, on va attendre un petit peu de voir. C'est un peu normal hein, quand ça monte, ça redescend un petit peu. On en reparle un peu plus tard, évidemment. Guerre en Ukraine, toujours, malheureusement, ça fait un peu plus peur. Guerre en Ukraine et aussi guerre Hamas-Israël, hein, malheureusement. Dans les deux cas de figure, ce sont des gens qui souffrent, hein, des familles qui sont endeuillées toute leur vie et qui vont... Voilà, donc on a une pensée hein, pour tous ces gens qui souffrent. On ne se met pas ni d'un côté ni de l'autre. Je ne fais pas de politique, quoique j'ai mes idées, évidemment, hein, comme tout le monde. Hein. Mais là, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais là, simplement pour rappeler que nous sommes dans nos fauteuils à parler un peu de finance, à parler crypto-monnaie, à rigoler, à tout ça, alors qu'il y a des gens qui sont vraiment en train de souffrir. Hein. Donc, vraiment une pensée pour eux, il le faut. Hein. Allez, calendrier économique, où là, on voit justement tout ce qui se passe dans le monde au niveau finance, quoi. Hein. Et au niveau finance, parce que vous avez remarqué, hein, la finance, elle s'en fout des guerres, hein, mais complètement, on l'a vu. Hein, plusieurs guerres qui viennent d'arriver, qu'on a pu vivre là. Hein, donc en ce moment, hein, l'Ukraine qui a commencé, l'Israël qui a commencé, vous avez vu les marchés. Les marchés, ils s'en foutent, ils s'en battent les machins, hein, c'est incroyable. Hein. Continue à monter, continue à gagner pour certains, perdra pour d'autres, hein, c'est comme ça, hein, le monde est comme ça. Mais vous voyez, dans l'ensemble, allez, on en reparle aussi juste après. Calendrier économique, bon, toujours on voit les news. Moi, je regarde en premier le Japon. Après ça, j'ai l'Europe qui arrive. Après, j'ai les USA. Mais les USA, c'est ce qui nous intéresse en premier, nous, pour le monde de la crypto-monnaie, hein, évidemment, puisqu'on a vu que ça influençait quand même notre marché, notre cher BTC, qui, lui, travaille influence tous les altcoins. En règle générale, hein. Après, il y en a qui performent mieux, etc. Mais quand ça s'effondre vraiment, tous les altcoins s'effondrent aussi. Attention. Hein. Donc c'est pour ça que je dis, c'est le chef de file, je continue à le répéter. Hein. C'est le grand patron. Après ça, on a l'Ethereum et après tout le reste derrière qui suit la musique. Donc pour les traders, c'est très important. Si vous n'êtes pas trader, hein, vous en venant quand même dans la crypto-monnaie, vous rentrez dans la finance, mes amis, d'une manière ou d'une autre. Vous avez vu qu'on parlait énormément de marché traditionnel. Contrairement au début, quand je suivais, moi je viens du marché traditionnel hein, depuis toujours. Donc au début, quand j'étais dans la crypto, dès que je parlais de marché traditionnel, on me faisait des ouh, voilà, quand je rencontrais des gens et tout, parce qu'on pensait que c'était vraiment quelque chose à l'opposé, donc on pouvait même pas en parler ni rien. Maintenant, ça y est, tout le monde parle du marché traditionnel parce que nous sommes dans un monde de la finance, on fait partie du monde de la finance. Allez, on en reparle un petit peu plus tard, évidemment, comme toujours. Et sinon, je vous ai dit, on va faire un tour du marché tradi là, à Donja. Hein, on va commencer par l'Asie évidemment. Hein, je vous parle de l'Asie. On va parler du pétrole aussi. On va parler une seconde du pétrole et puis de trois petites news aussi. Allez, j'y vais. Marché américain évidemment. Hein.
Donc, cette semaine a débuté avec une certaine réserve en Asie, hein. Le Nikkei japonais enregistre des pertes notables. Alors, je vous fais des petits comptes rendus. Moi, je lis pas mal d'articles à longueur de temps, hein. Donc, je vous fais un peu des comptes rendus de tout ça. Je vous mets des articles qui me semblent intéressants à vous noter. Comme ça, vous pouvez les approfondir si vous voulez. Mais après, sur Google, vous trouvez tout ce que vous voulez, hein. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, hein. Et moi, je vous fais un résumé. Je vous fais aussi un petit condensé. Et tous ces écrits que je vous fais là, bientôt, vous allez me les retrouver sur un site que je suis en train de créer, mes amis, hein. Comme ça, vous pourrez lire après ce que je vous dis comme ça, enfin, parce que je survole ce que j'écris, et puis après, vous pourrez approfondir pareil sur le site, hein, évidemment, si vous en avez envie. Et donc, en tout cas, on recommence, hein. Donc, voilà, la prudence dominait, donc, sur le marché asiatique, spécialement en raison de la réunion à venir de la Banque du Japon, la BOJ, la BOJ, moi j'aime bien dire BOJ, mais c'est la BOJ, hein. L'annonce du tir d'un missile balistique à longue portée par la Corée du Nord a légèrement affecté les actions du Sud-Coréen, mais sans grandes incidences vraiment. Une enquête Reuters auprès des analystes révèle que seulement 20% envisagent un changement de politique de la BOJ en janvier, tandis que la majorité prévoit la fin des taux négatifs en avril. La BOJ a historiquement surpris les marchés avec des changements politiques inattendus, ce qui se traduit actuellement par une augmentation de la volatilité implicite du dollar et yen. Voilà, concernant la réserve fédérale américaine, hein, il est temps d'en parler. Les contrats à terme indiquent une probabilité de 74% pour un assouplissement dès mars et une réduction des taux de prêt de 2 fois est anticipée en mai. Ce qu'on dit à longueur de temps, hein, ça y est, on l'a déjà maintenant, je pense qu'on l'a déjà compris, on l'a déjà accepté tout ça. Pour 2024, un assouplissement global de 140 points de base est intégré dans les prix, en partie basé sur l'attente que la Fed devrait assouplir sa politique pour contenir la hausse des taux réels à mesure que l'inflation diminue, hein. Les données clés sur l'inflation attendue cette semaine comprennent la mesure d'inflation privilégiée par la Fed, avec des prévisions indiquant un risque accru des chiffres faibles. Une augmentation de seulement 0,1% du PCE de base pourrait réduire les taux annuels d'inflation sur 6 mois de 2,1%, proche de l'objectif de 2% de la Fed. Des chiffres concernant l'inflation au Japon, au Canada et au Royaume-Uni offriront également un aperçu important des tendances inflationnistes mondiales, c'est très important évidemment. Pour l'Europe, les marchés anticipent des actions de la BCE pour contrer la hausse des taux réels avec des réductions prévues de près de 34 points de base en avril et en total de 147 points sur l'année. Cette attente pourrait être remise en question suite aux prochaines commentaire d'Isabelle Snabel de la BCE. À suivre, mes amis, on va voir tout ça, hein. Donc, cette période est donc critique critique, hein, pour les investisseurs, et qui doivent naviguer dans un environnement complexe influencé par les décisions des banques centrales et les données économiques mondiales. Vous l'avez compris, tout ça pour le résumer, ça veut dire quoi? Faites attention, mes amis. Pétrole, c'est intéressant de parler du pétrole, puisque là, il y a un petit mouvement. Les prix du pétrole ont connu une hausse significative en début de semaine dans le commerce asiatique. Cette augmentation résulte de 2 facteurs principaux: la diminution des exportations de pétrole par la Russie et les attaques des Houthis contre les navires dans la mer Rouge, alimentant les craintes d'une perturbation de l'approvisionnement du pétrole, hein. Les contrats à terme sur le brut Brent ont augmenté de 63 cents, et soit 0,8%, atteignant 70,18 $ le baril. Voilà, ce matin, parallèlement, le brut américain West Texas Intermediate a enregistré une hausse de 61 cents, hein, voilà, soit 0,9%. Et sinon, il y a un analyste d'IG, le Sycamore. Tony Sycamore, bon, vous connaissez, j'aime bien lire ces trucs, attribue cette hausse à des conditions météorologiques défavorables en Russie et aux attaques des Houthis près du Yémen. Vous voyez, je vous disais ça un peu pour rigoler parce que, voilà, c'est ce qu'on a tous compris, évidemment, hein. Il y a des choses qui sont très visibles quand ça arrive, hein. C'est pour ça qu'il faut suivre la politique, il faut suivre la politique classique, hein, pour voir ce qui se passe un peu partout, parce que ça joue sur les cours, mes amis. C'est pour ça que je vous dis, informez-vous, suivez les choses, comme ça vous pouvez anticiper. Vous voyez bien que là-bas, tout de suite, il y a des attaques, hein, il y a des mouvements qui se passent quelque chose, ou une guerre, automatiquement, ça joue tout de suite sur notre écosystème. Donc on peut parfois un peu anticiper à quelques heures près ce qui va se passer. Et vous avez bien compris qu'un marché, il change de tendance à la seconde, hein. Donc, vous voyez, vous avez compris ce que je veux dire, hein. Donc, sinon, d'ailleurs, il y a M. Trump qui déplore que le marché boursier record ne fasse pas rendre les riches encore plus riches.
ouais, non, c'était pas vraiment le titre est bizarre, là, qui avait prédit il y a 3 ans que si le président démocrate Joe Biden gagnait la Maison-Blanche en 2020, les marchés allaient s'effondrer, a déclaré dimanche que les marchés boursiers atteignant des niveaux records ne faisaient que rendre les gens riches encore plus riches. Oui, voilà, hein, c'est ça exactement. Les gens riches sont de plus en plus riches, qu'il y ait des guerres, qu'il y ait quoi que ce soit. Notre monde est fabriqué comme ça. Alors évidemment, quand on n'est pas riche, on leur en veut un peu. Hein. On se dit, ouais, c'est dégueulasse. Maintenant, dès qu'on commence à gagner de l'argent, j'ai vu des gens dans ma vie changer de vie tout doucement et carrément changer de langage. C'est pour ça que souvent on n'a pas le même langage quand on a 18 ans, 25 ans, 35 ans, 45 ans, 60 ans, 110 ans. On n'a pas le même langage, hein, vous avez bien compris pourquoi. Allez, ça c'était Monsieur Trump, c'était pour la petite blague, évidemment. Ça n'avait pas trop d'incidence sur le monde économique, ce qu'il vient de dire. Le DXY se reprend un petit peu en 4 heures. Là, on a quand même un petit moment où on voit bien les bougies les unes à côté des autres. Mais sinon, euro-dollar, tout ça, on a vu qu'on avait fait une petite chute hein, sur certains, on les voit bien ici. Hein. Bon, l'euro-dollar, lui, en 2 bougies de 4 heures, là, c'était un petit peu repris. À suivre, hein. Et à suivre, et notre Bitcoin, on l'a ici, là, malheureusement, il est plutôt redescendu. On le voit ici, le Bitcoin qui redescend. Honnêtement, prévu par moi. Voilà, on se revoit sur d'autres graphiques où je vous le disais. Moi, je dis toujours les choses en avant, hein, pas après. J'essaye, et puis voilà, puis quand je me trompe, parce que ça arrive, hein, mais je suis trader, donc on doit anticiper sur une tendance, on doit connaître la tendance, comment ça va se passer exactement, à quel moment exactement, à la seconde près, il va monter ou il va baisser, non, parce qu'on suit le marché, donc on va suivre ce qu'il fait, et puis voilà, mais on doit être dans le tempo, hein, ce qu'il faut, c'est comprendre si ça baisse ou si ça monte, que ça soit en une semaine, que ça soit en 1 heure ou en 3 minutes quand on traite. C'est ça qu'il faut réussir à comprendre. C'est pas plus compliqué que ça. Une fois que vous avez compris ça, eh bien, vous devenez un trader qui peut être rentable. Voilà, c'est tout. Le gold, boum, 4 heures, hein, bougie de 4 heures, tout ça. Vous voyez, ça chute. Ah bon, bougie de 4 heures, on voit qu'on se repose des petites questions ici. Hein, voilà, en 1 heure, pareil, ça remontait, ça rebaisse, hein, vous voyez. Et le BTC, pareil. S&P 500, des petites questions. Vous savez, tout ce qui monte à un moment donné, ça va redescendre. Hein. Le pétrole ici, on était en train de redescendre en 4 heures de temps. En 4 heures de temps, ici, vous voyez qu'on montait, hein, et c'est pour ça que voir ça en unité de temps différente, bon, juste un peu, je sais pas pourquoi je vous dis ça tout de suite comme ça, pour que vous compreniez un peu mieux. Oui, voilà, parce que là, j'étais en train de, voilà. Et vous voyez, dernier temps, en 4 heures, on voit monter, en dernier moment, boum, on voit redescendre, hein, mais encore une fois, voilà, 4 heures de temps. Rien de grave. Je viens de m'emmêler les crayons là en vous disant ça. Il faut pas m'en vouloir. Hein. Je suis un peu, comment dire, comment j'ai les médicaments, j'ai tout ça. Enfin bon, hein, je suis un petit peu hors service, hein, mais quand même ça fait rien. J'arrive quand même à lire sur les graphiques et voilà. Bon, vous avez compris. Hein, 4 heures, on voit bien quand même une fois 4 heures, 4 heures là aussi. Le pétrole, on l'a compris pourquoi on l'a dit tout à l'heure. Le gold, lui, rebaisse. Le BTC bête, le S&P 500 porte pas trop mal et le Nasdaq s'en porte pas trop mal non plus. Hein, donc, hein. Allez, on attaque là un petit peu les news. Ça m'évitera de dire des bêtises. Et ça ira mieux demain, hein. Vous inquiétez pas, hein, demain ça ira mieux. Hein. Aujourd'hui, vous savez, alors petit exemple comme ça, une journée comme aujourd'hui, où simplement je peux avoir mes pieds à côté de mes pompes, comme on dit, eh bien on traite pas. Hein. On traite pas, hein, même si on se dit ah ouais aujourd'hui j'ai compris, je vois ce qui va se passer et tout. Non, on traite pas, on reste tranquille, on reste dans son fauteuil, on regarde la télé, on boit du comment, j'allais dire du vin chaud. Non, quand on est malade c'est pas terrible, mais on boit du miel, du citron avec, c'est bon ça, hein, miel, citron, etc. Vous prenez aussi, comme me dit une de mes amies, clou de girofle que vous prenez, vous faites macérer tout ça, etc. Vous buvez tout ça, c'est extraordinairement, non c'est pas bon le clou de girofle, mais c'est efficace comme tout. Hein. Allez, on avance. Ark Invest, bon, bah, on connaît bien, hein, je vous en ai dit 2 secondes tout à l'heure. Achète beaucoup, vend beaucoup, très impliqué dans notre écosystème, très impliqué, croit à la crypto, évidemment. Hein. Bon, il y a des fois, elle vend, on se demande pourquoi elle vend, mais après, c'est des problèmes internes d'entreprise. Hein. Une entreprise, elle doit acheter, vendre, hein, réaliser des bénéfices et repartir. Hein. C'est une manière de faire et je la comprends parfaitement. En tout cas, une société qu'on suit. Hein. Si vous ne la suivez pas, il faut regarder un petit peu ce que c'est. Et on va parler de Coinbase une seconde.
Le directeur juridique de Coinbase, c'est Paul Grewal, a annoncé vendredi que la plateforme d'échange de crypto-monnaies conteste la décision de la Securities and Exchange Commission, la SEC, de rejeter sa demande de réglementation des actifs numériques. La SEC a qualifié la demande de Coinbase en attente depuis 18 mois d'injustifiée et l'a officiellement rejeté. Coinbase a réagi en se tournant vers le tribunal du 3e circuit pour contester cette décision. De plus, 2 commissaires républicains de la SEC, Esther Peirce et Mark Yeda, ont exprimé leur désaccord avec ce refus, appelant à un dialogue construit entre les régulateurs et l'industrie de la cryptographie. Parallèlement, la SEC a pris des mesures réglementaires et coercitives dans le secteur de la crypto, notamment en proposant une règle de garde pour les conseils en investissement enregistrés concernant la conservation de la crypto-monnaie et en poursuivant Coinbase pour opération en tant que bourse non enregistrée. Le président de la SEC, Gary Gensler, a souligné que bien que le marché de la crypto soit sujet à des fraudes et abus disproportionnés par rapport à sa taille, il représente seulement une petite fraction des marchés de capitaux global évalués à plus de 100 000 milliards de dollars. Gensler a défendu la nécessité pour la SEC de conserver son pouvoir discrétionnaire pour se concentrer sur des segments du marché nécessitant une réglementation plus immédiate. À suivre tout ça, puisqu'on en parle tous les jours, hein, évidemment que personne n'est d'accord avec les décisions de la SEC, mais ça peut se comprendre, hein, et comme on dit, chacun son camp, hein, chacun a ses raisons. Gensler subit son boulot quand même, c'est de protéger les gens, et ce qu'on peut dire quand même aujourd'hui, malheureusement, moi qui suis pro-crypto-monnaie, pro-bitcoin, pro-DeFi, finance décentralisée, hein, pas des choses qui sont centralisées, contrôlées par les banques et les États. Malheureusement, je me rends compte que y a beaucoup de choses qui sont néfastes dans notre écosystème. Donc, c'est pour ça qu'on prend des coups sur la tête, mes amis, hein, des grands coups sur la tête. Hein. Alors donc, on doit essayer de comprendre un peu ça et on doit essayer de régler tout ça. Et Coinbase, je pense, défend pas mal l'écosystème, mais ils ont intérêt, hein, puisqu'ils sont vraiment impliqués dedans à 100%. Hein. Tether, nous avons intégré le FBI et les services secrets à notre plateforme. Alors, il manquait plus que ça maintenant. Tether, la société derrière le stablecoin USDT, qui pour l'instant est champion du monde quand même, il est toujours là, hein, malgré qu'on ait dit X fois, il va tomber, il va ci, il va ça, il va tout ce qu'on veut, le mec il est là, hein, enfin le mec, l'USDT est toujours là, a pris des mesures proactives pour renforcer la sécurité et la coopération avec la force de l'ordre américaine. Dans ses lettres envoyées au comité sénatorial de la Chambre des représentants des États-Unis, Tether a mis en avant son engagement en matière de sécuriser les relations étroites avec les autorités. Paolo Arredondo, PDG récemment nommé de Tether, il est nouveau lui, hein, a souligné dans la lettre plus récente la décision de l'entreprise de désactiver les jetons Tether dans tous les portefeuilles listés sur les sanctions de l'Office of Foreign Assets and Control (OFAC). Tether a également collaboré activement avec le ministère de la Justice, les services secrets américains et le FBI, aidant à geler 326 portefeuilles qui contrôlaient environ 435 millions de dollars américains. Voilà, si nous ne sommes pas contrôlés, eh bien... Voilà, qu'est-ce que je peux dire là-dessus rien à voir avec la DeFi, rien à voir avec la DeFi. Et maintenant, on peut comprendre, hein, moi je comprends parfaitement tout ça, attention, hein, je comprends parfaitement tout ça parce que justement, on finira peut-être par exister parce qu'il y aura un certain contrôle dessus et que tout le monde ne pourra pas faire ce qu'il veut, quoi. On ne peut pas avoir que des choses négatives, on ne peut pas avoir tous les bandits de la planète qui vont passer par la crypto-monnaie pour s'enrichir en pillant les autres, en volant les autres, comme les hackers, les machins, tout ça. Donc, automatiquement, il faut un contrôle sur tout ça. Mais c'est vrai que ça va à l'encontre de ce qu'on veut à la base, puisqu'à la base, on cherche, nous, une monnaie qui est, avec le Bitcoin, une monnaie qui est décentralisée, qui n'est pas contrôlée, ou qui n'est pas contrôlée, tout simplement, hein, à dire. Donc, on discutera de ça autrement, évidemment, on peut discuter de ça longtemps. Maintenant, ça, c'est un stablecoin, hein, c'est tout à fait autre, mais le stablecoin, on en a aussi besoin dans notre écosystème, c'est très, très important. Arbitrum, allez, Arbitrum, on attaque Arbitrum. Une blockchain de couche 2 sur Ethereum a rencontré une interruption temporaire de ses services après une augmentation significative des inscriptions inspirées des bitcoins ordinals. Ça pose des problèmes, ça. Hein. La plateforme a signé que tous les systèmes étaient à nouveau opérationnels après une panne d'environ 1h30.
Bon, une panne, c'est pas trop grave, hein, ça arrive, hein, évidemment, hein. Alors, Ildobi, chercheur chez Dragonfly, une société de capital risque, a noté dans un post que 90% des transactions sur Arbitrum étaient des inscriptions juste avant l'arrêt. Donc, c'est à cause de Bitcoin ordinal. Il a été observé que les inscriptions horaires sur Arbitrum avaient considérablement augmenté dans les heures précédant la panne. Arbitrum a annoncé que les prix du gaz sur le réseau s'étaient stabilisés et que les opérations étaient revenues à la normale, promettant une analyse détaillée de l'incident dans les prochains jours. Donc on verra tout ça, hein. Harry Kalotner, cofondateur et directeur de la technologie d'Offset Labs, a exprimé que la journée avait été difficile mais éducative, soulignant les défis de l'ingénierie dans le secteur Web3 et l'engagement envers l'amélioration continue. Il est à noter que les jetons de type ordinal ont déjà posé des problèmes sur d'autres réseaux comme la blockchain Telegram Open Network, hein, le ton qui a ralenti significativement en décembre dernier, et sur Polygon où ils ont provoqué une augmentation des volumes et des frais de gaz le mois précédent. Donc on va suivre tout ça, hein. Maintenant, bientôt, on va dire, ouais, c'est à cause de Bitcoin. Mais non, en réalité, c'est à cause des ordinals sur Bitcoin. C'est pas pareil, hein, c'est pas la même chose, tout ça, mes amis, hein. Allez, je suis là pour vous expliquer tout ça quand vous en avez envie. Vous me suivez et vous serez au courant de tout ça. Une attaque informatique d'envergure, mes amis. Et oui, a visé plusieurs portefeuilles numériques entraînant le vol de millions de dollars de tokens non fongibles issus de la collection renommée tels que Bored Ape Club, le bec, Mutant, App, Yacht Club, MAIC, Make, Cool Cats et d'autres. Cette attaque survenue. J'ai du mal à respirer, hein, j'ai fait ce que je peux là, mais allez, survenue le 16 décembre 2023 a été rendue possible par une faille dans d'anciens smart contracts de la plateforme NFT Trader. Au total, 36 NFT du bec et 18 du Make, ainsi que d'autres de diverses collections et des AppCoins liés au bec ont été dérobés pour une valeur initiale estimée à environ 3 millions de dollars. Les victimes avaient toutes autorisé au moins un smart contract à risque de NFT Trader. Et oui, NFT Trader a confirmé l'attaque et a conseillé de révoquer les autorisations via revoke.cash. L'attaquant a laissé un message on-chain suggérant qu'il avait découvert la faille par hasard et demandé une rançon pour le restitution des NFT volés à hauteur de 10% de leur valeur en ETF. Voilà, étonnamment, certains NFT ont été retournés à leurs propriétaires accompagnés de sommes en ETH. Les hackers ont ensuite transféré les fonds reçus vers le mixeur de crypto-monnaies Tornado Cash grâce aux efforts conjoints de spécialistes tels que Oxford Bar, AKD3 et Oxkit. Une partie des NFT a été récupérée. Correctif on-chain a été déployé en accord NFT Trader. On va suivre ça de près quand même pour voir après. Ce qui est un peu fort, c'est tous les hackers qui arrivent maintenant à faire leur beurre comme ça, hein. Vous savez, je prends souvent en exemple, avant les mecs, ils allaient cambrioler des banques et tout pour se faire des sous, mais ils avaient des couilles, hein, parce qu'ils étaient devant la banque, ils venaient avec leur pistolet, bon, d'accord, ils avaient mis un petit masque pour pas qu'on les reconnaisse comme ça, quoique, voilà, et ils venaient, ils attaquaient, risquaient leur vie, machin. Maintenant, les hackers, enfin les truands, quoi, hein, parce que il y en a qui font ça pour le bien de l'humanité, pour leur bien eux, parce qu'ils travaillent normalement, mais il y en a, c'est juste des petits pirates, hein. Et maintenant, ils sont cachés, ils risquent pas grand-chose, hein, parce qu'ils sont cachés, ils peuvent détourner comme ils connaissent le codage par cœur, ils peuvent tout détourner tranquillement, ils peuvent se cacher encore plus, et ils arrivent à choper une tonne d'argent. Et ça, c'est un gros problème dans l'écosystème, hein, puisqu'encore une fois, tout argent perdu, c'est toujours l'argent de client au bout du compte, hein. C'est pas l'argent simplement du mec qui a l'entreprise, ou alors, si c'est son argent, c'est qu'il a gagné des centaines de millions avec, et là, faut encore se douter du pourquoi, du comment. Mais donc, il faut faire très attention, on reste très prudent dans notre écosystème, hein, évidemment. Allez, le téléphone Solana, ça c'est une autre aventure. Le téléphone Solana, alors, ça c'est pas mal parce que téléphone Solana, on en a parlé déjà il y a très longtemps et ils n'arrivaient pas à les vendre. Moi, honnêtement, je me suis tâté X fois, j'avais envie d'en acheter un, et puis après, j'ai dit non, puis voilà, ouais, j'ai pas fait. Mais j'avais vraiment envie, hein. Et puis, résultat des courses, et là, le truc, il explose d'un seul coup. Les mecs qui revendent les téléphones à prix d'or, pourquoi ? Parce que quand on avait le téléphone, quand on achetait le téléphone, ils nous donnaient une crypto, bon, voilà, donc no comment, et le bon. Et d'un seul coup, le bon qu'on voit, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'il a fait des bons, hein, il a fait des bons, hein, l'autre, hein. Et donc automatiquement, maintenant, si vous les revendez, vous avez plus cher que le téléphone, hein, vous avez compris. Donc pour ça que d'un seul coup, voilà, tout ça, ça part en flèche. C'est des coups de, bon,
À suivre, hein, encore une fois. Quand vous êtes là au bon moment, comme on dit, bah, vous gagnez des sous. Mais faut être là au bon moment ou avoir acheté le téléphone au bon moment. Voilà, et puis c'est tout, et vous gagnez des sous. Mais attention à ceux qui vont se lancer dans l'aventure comme ça d'un seul coup. Parce que souvent les coups ils sont bons une fois, mais ils sont pas bons tout le temps, tout le temps. Donc on étudie bien ça avant, hein. Je dis pas de pas, voilà, de pas s'intéresser à ça. On s'intéresse à Solana. En tout cas, moi je m'intéresse de près à Solana, évidemment, et je m'intéresse au téléphone, mais voilà. Allez, à suivre. Le volume du marché OKX NFT dépasse Blur et OpenSea au milieu de la frénésie des bitcoins ordinales. Et oui, et oui, et oui, ça bouge, hein, ça bouge. Hein. La plateforme d'échange de jetons non fongibles d'OKX a surpassé Blue et OpenSea en termes de volume de transactions quotidiennes. Hein. Et alors que les passionnés de NFT semblent continuer à négocier les NFT Bitcoin ordinaires. Et oui, ça augmente. Hein. Et elle a enregistré un volume de transactions sur 24 heures de 50,33 millions de dollars à 14 heures de Hong Kong, ce qui en fait le plus grand marché NFT en termes de volume de transactions quotidiennes selon les données de Data Radar. Blur arrive en deuxième position avec un volume d'échange quotidien, voilà, suivi de 7,63 millions de dollars pour Magic Eden, de 3,80 dollars pour Unistat et 3,25 millions de dollars pour OpenSea. Bon, vous suivez tout ça si vous en avez envie, si vous êtes impliqué, vous suivez ça. Évidemment que derrière ça, il y a souvent des cryptos, donc c'est pour ça qu'on essaye de suivre un petit peu les marchés, comment ils évoluent pour être là au bon moment, comme je vous disais tout à l'heure. C'est en suivant ça tous les jours que vous serez justement à la pointe de tout ça, mes amis. Bon, j'ai un gros rhume là, ça y est, j'arrête de parler parce que je n'en peux plus. J'espère que ça n'a pas été troublant pour cette vidéo. Merci de me suivre. Si on va faire un tour. Non, allez, j'arrête là parce que là, je commence à plus pouvoir parler. On se retrouve sur une autre vidéo. Encore une fois, merci d'être là. À bientôt. Bye bye. Ciao.